Je remercie les organisateurs pour leur invitation dans cette journée. Je profite aussi pour remercier mes amis rhumatologues et orthopédistes qui, par leur confiance, me confient leur passion, ce qui m'a permis de progresser dans ce domaine. Il m'a été demandé initialement de traiter l'imagerie du pied et de la cheville. Et puisqu'on ne fait pas de l'imagerie pour l'imagerie, et on fait plutôt de l'imagerie pour résoudre des situations cliniques, j'ai préféré de mettre le titre en premier lieu « J'ai mal au pied, docteur ». La deuxième remarque, c'est que en essayant de traiter l'imagerie du pied, j'ai trouvé que c'est un domaine très vaste. Qu'est-ce que je vais traiter? Je vais traiter les variantes anatomiques et les os accessoires, les troubles statiques et malformatifs, l'arthrose du pied, le rhumatisme inflammatoire du pied, les pathologies ligamentaires, les pathologies de l'avant-pied, la pathologie infectieuse, la pathologie tumorale et pseudotumorale, le pied diabétique, les anomalies vasculaires, où j'ai une bonne conférence, si ça vous intéresse, les anomalies vasculaires du pied. Donc, j'ai essayé de choisir la pathologie qui intéresserait le plus, du moins à mon sens, les rhumatologues, et j'ai choisi la pathologie des tendons et les tendinopathies. Dans les pathologies du pied, d'une façon générale, le tableau clinique est souvent non spécifique et intrigué. Il y a toujours une atteinte tendineuse, ligamentaire, osseuse, et donc l'imagerie est souvent obligatoire et nécessaire. Cette imagerie nécessite une bonne connaissance de l'anatomie. Elle doit toujours être précédée par un bon examen clinique. Il n'y a pas d'échographie du pied. Il vaut mieux dire échographie de l'arrière-pied, du tendon d'Achille, des ligaments latéraux. Bien sûr, on essaiera de faire le tout, mais c'est difficile. Dans le domaine de la pathologie du pied, les radiographies standards ont gardé une place importante, pas comme le cliché radiologique du crâne de face et de profil qui ne sert plus à rien, ou presque, mais ici, les radiographies peuvent chercher des lésions traumatiques, peuvent chercher des retentissements osseux, peuvent faire le bilan des lésions statiques, comme on vient de le voir avec notre confrère Silhedi. Après les radiographies, c'est l'échographie qui est l'examen le plus important, qui doit résoudre à peu près 80% des problèmes des tendons. Le scanner et l'arthroscanner n'ont pas d'intérêt dans la pathologie dentuneuse, ils ont un intérêt dans d'autres pathologies. Et lorsque l'échographie ne résout pas le problème ou le diagnostic n'est pas conforme aux attentes cliniques, il y a une discordance entre les données échographiques et les données de l'échographie, il est souhaitable de compléter par une IRM. Donc, je reviens à ces radiographies standards qui doivent être pour moi le prolongement de l'examen clinique, même dans des situations où il n'y aura pas d'atteinte osseuse comme dans les tendons, mais il y a toujours soit une lésion traumatique qui est passée inaperçue, soit qu'il y ait une synostose qui n'a pas été diagnostiquée, soit il y a des retentissements de la pathologie dentuneuse. Les clichés à réaliser au niveau de la cheville, c'est le cliché de face et de profil et le cliché en légère rotation interne pour mieux étudier le dôme astragalien et l'articulation tibio-fibulaire. Au niveau du pied, il faut réaliser le cliché de pied de face, de profil strict et un déroulé des pieds pour mieux étudier les différentes pièces osseuses et les interlignes articulaires. Bien sûr, les clichés dans cette position en charge pour mieux étudier les anomalies statiques et morphologiques du pied. On passe. Donc, l'échographie et l'exploration princeps, si vous voulez, de la pathologie tendineuse, elle doit être réalisée par une sonde de temps réel, haute fréquence, de petite taille, adaptée aux structures à examiner. Bien sûr, l'examen doit être le plus complet possible, doit être méthodique et surtout de façon comparative. Même si on n'a pas le temps de le faire, il faut le faire, parce que parfois, il y a des variantes anatomiques qui ne sont pas des pathologies. Les coupes, bien sûr, échographiques doivent être axiales et longitudinales pour ne pas se tromper et interpréter des images qui sont en dehors du tendon. L'IRM, je vous demande de retenir le chiffre de 3. Il faut avoir les 3 plans, il faut avoir au moins 3 séquences et il faut faire des coupes au maximum de 3 mm d'épaisseur. L'interprétation de l'IRM du pied n'est pas facile. Il y a beaucoup de causes d'erreur, il y a beaucoup d'incidents à l'homme, et donc il faut bien indiquer l'examen, bien le techniquer et l'interpréter correctement. Donc nous allons maintenant
étudier la pathologie des tendons et du pied et de la cheville. Mais avant de commencer le problème de la pathologie, je veux juste vous passer cette notion importante pour les radiologues et je suppose pour les orthopédistes et pour les rhumatologues, c'est que un tendon, quand il est curviligne, comme on le voit sur l'image, ne peut pas fonctionner correctement. Il doit être amarré à l'os par des structures fibreuses qu'on appelle le rétinaculum. Bien sûr, pour assurer sa fonction mécanique, il doit être amarré à l'os par ce qu'on appelle le rétinaculum. Et il doit avoir une gaine synoviale pour assurer le glissement. Donc, les tendons après cette notion, donc on passe à l'étude des différents tendons de la cheville. Les tendons de la cheville sont classés en 4 groupes. Le groupe médial, le groupe antérieur, le groupe latéral et le groupe postérieur. Sans entrer dans les détails des noms, vous les connaissez très bien. Et on va commencer par le groupe postérieur, à savoir le groupe qui est formé par le tendon d'Achille, qui est un tendon très puissant. Donc, dans le cadre d'une douleur postérieure, les étiologies de cette douleur sont fréquentes, mais elles sont dominées par la pathologie du tendon calcanéen ou le tendon d'Achille, et en particulier par ses tendinopathies et ses ruptures. C'est un tendon très puissant, c'est un tendon moteur qui propulse le corps vers l'avant, à qui on reconnaît, disons, 3 particularités anatomiques. Il a un trajet rectiligne, donc il n'a pas besoin de rétinaculum, et il n'a pas besoin de synovial. C'est le seul tendon du pied qui n'a pas besoin de ces structures accessoires. L'anthèse calcanéenne n'occupe pas la partie toute supérieure de la face postérieure du calcanéum, mais occupe la moitié inférieure, la moitié caudale de cette face postérieure du calcanéum. Il y a 2 variantes à connaître en échographie pour ne pas se tromper dans l'interprétation, le muscle plantaire grêle et le muscle solaire accessoire. Et on reconnaît à ce tendon 3 grands types de pathologies, les tendinoses, les ruptures et les péritendinites. Les tendinoses sont de la traduction des microcales fibreux de réparation des microtraumatismes. C'est un tendon où il y a beaucoup de microtraumatismes et il y a toujours une réparation et cette réparation va former ce qu'on appelle les tendinoses. Ces tendinoses peuvent être focales, qui se présentent sous forme de nodule cicatriciel. Ce nodule cicatriciel est hypoéchogène avec perte de son aspect fibriaire habituel. Il déforme le contour du tendon. Voici le tendon est là, voici le nodule cicatriciel. Donc, il y a une déformation convexe du contour. Il est hypo-T1 et surtout hypo-T2, comme tout ce qui est fibriaire. En général, dans la pathologie, on a hypo-T1 et hyper-T2. Dans les maladies où il y a beaucoup de fibres, où il y a beaucoup de sclérose, le T2 n'est pas en hypersignal, il est en hypo. C'est très important parce que toutes les autres pathologies, les synovites, les inflammations, sont en hyper T2. Cette tendinose peut être focale, on l'a dit, mais elle peut être diffuse. Et ça se traduit par une déformation du tendon qui devient convexe dans son ensemble, avec perte de sa structure fibriaire habituelle et donc, c'est un élément de fragilisation du tendon, mais le risque de rupture reste minime malgré que c'est un tendon fragile. Bien sûr, c'est un aspect hypoéchogène, aspect fusiforme hypoéchogène, hypo-T1 et hypo-T2 avec perte de l'aspect fibriaire et un aspect convexe des contours du tendon. Donc, je reviens sur les signes cardinaux d'une tendinopathie à l'échographie. C'est l'épaississement, la perte de structure fibrière, l'épaississement, la perte de structure fibrière habituelle et l'aspect hypoéchogène à l'échographie et l'hypervascularisation quand il y a une phase inflammatoire. Donc, après ces tendinoses, nous passons aux ruptures et du tendon achilléen, du tendon d'Achille. Ces ruptures ont fait couler beaucoup d'encre. On en distingue 2 formes, 2 grandes formes. Les formes complètes qui sont de loin les plus fréquentes et des formes incomplètes, rares et controversées. Le diagnostic des ruptures complètes est clinique. Ne demandez pas une échographie pour faire le diagnostic de rupture complète, surtout la rupture complète.
En principe, le patient vient avec son diagnostic, rupture complète. Bon, en général, ça devrait se passer comme ça. Il y a deux signes que vous connaissez mieux que moi. La manœuvre de Thompson, c'est lorsqu'on fait une pression transversale sur le mollet. Normalement, le pied va faire va faire un équin. Donc, lorsqu'elle ne fait pas, c'est que le tendon est rompu. Le signe de Brunette, le pied normalement doit pendre comme ça, un peu en équin. Lorsqu'elle pend à angle droit, le tendon d'Achille est rompu. Et donc, le but de l'imagerie est de préciser le type pour appliquer la meilleure thérapeutique. Bien sûr, il y a des erreurs à l'échographie. Il faut se tromper 2 ou 3 fois pour ne pas se tromper une troisième et une quatrième fois. Donc, pour les ruptures complètes, maintenant on parle des ruptures complètes. Il y a deux sortes de ruptures complètes en imagerie. Il y a la forme facile, où les deux bouts du tendon sont loin l'un de l'autre. C'est le cas le plus rare et le diagnostic le plus facile. Il y a un espace liquidien entre les deux bouts de la rupture. Vous les voyez, les deux bouts, et cet espace, il est hypo ou anéchogène, et en hypersignal entre les deux parce que c'est de liquidien. Dans ce cas-là, il faut bien sûr apprécier la réductibilité en équin et juger de la possibilité d'une suture percutanée. Mais le diagnostic pose des difficultés. C'est le diagnostic lorsque la rupture n'est pas... le diagnostic est difficile parce que la rupture ne s'effectue pas à un endroit bien précis. Il y a des fibres qui sont contenues et des fibres rompues à un niveau 1. À un niveau 2, on passe, il y a les fibres qui étaient rompues dans le point numéro 1, ils deviennent contenus et il y a une rupture des autres tendons. C'est comme si on a, comme ça, en fait, il y a une rupture, mais en faisant une coupe à ce niveau-là, on ne voit pas de rupture. Vous voyez, imaginez de faire une coupe échographique à ce niveau-là, on ne voit pas de rupture, mais en fait, lorsqu'on peut dilacérer ce croisement des doigts, on va voir la rupture. Vous voyez une rupture ici difficile à voir. Vous voyez la rupture ici, il y a un bout distal, ici il y a un bout proximal, mais si on fait une coupe transversale, on voit que ce n'est pas une rupture parce qu'il y a une partie qui est là, qui n'est pas rompue, et donc il faut savoir faire des manœuvres dynamiques et pour faire le diagnostic. C'est pour cela qu'il y a 30% des ruptures qui ne sont pas diagnostiquées à la phase aiguë, et pour cela, il y a 4 signes plus spécifiques, mais plus tardifs, donc moins utiles pour le traitement précoce, qui sont la rétraction des deux berges que vous voyez là, l'ombre acoustique de ces berges qui donne un aspect hyperéchogène, et la hernie de la graisse préachillienne au niveau de la rupture. Et parfois, la visualisation anormalement bonne d'un éventuel tendon plantaire, et il ne faut pas faire le diagnostic de rupture partielle lorsque ce tendon du plantaire grêle est bien visible. Les éléments importants du compte rendu dans les ruptures complètes sont le siège de la rupture, bien sûr. La rupture, c'est la distance par rapport au calcanéum. L'existence d'une tendinopathie préexistante, l'état des moignons tendineux, est-ce qu'ils sont hyperéchogènes, est-ce qu'ils sont calcifiés, l'état de la jonction myotendineuse, parce que c'est très important, et l'écart interfragmentaire, excusez-moi, l'écart interfragmentaire, la distance qui sépare les deux fragments, les deux bouts de la rupture, et leur réductibilité, comme vous le voyez ici, parce que dans ce cas-là, certains peuvent proposer une suture percutanée. Nous revenons aux ruptures incomplètes. Elles sont peu fréquentes, elles sont controversées, mais et attention, il ne faut pas faire porter le diagnostic de rupture partielle par excès, mais apparemment ça existe pour certains et pour d'autres ça n'existe pas, mais c'est une lésion hypoéchogène, intratendineuse, qui ne touche pas la totalité du tendon et qui n'est pas comme ce qu'on vient de voir dans les ruptures complètes. En IRM, c'est une image en hypersignal intratendineuse, mais il y a des fibres antérieures et postérieures qui restent contenues. Parfois, lorsqu'il y a à la phase aiguë, il y a une légère hypervascularisation, une réaction inflammatoire autour, au Doppler couleur. Bien sûr, il y a les fissures intratendineuses qui sont
ne se distingue pas des autres fissures. C'est une zone hypoécogène longitudinale au sein du tendon. Vous voyez le tendon, il est là, mais il y a une petite zone hypoécogène fissuraire qui peut évoluer vers une rupture incomplète, puis peut-être par une rupture complète. Voici une autre rupture partielle ici, mais le tendon reste sain et sauf et les manœuvres cliniques sont négatives. Après la tendinose, la rupture, on passe à la péritendinite. Nous avons dit qu'il n'y a pas de synovial autour du tendon achilléen, mais il y a un tissu cellulo-graisseux. Et la péritendinite, c'est l'inflammation du tissu cellulo-graisseux péritendineux. C'est une plage hypoécogène autour du tendon. Voici le tendon, cette plage hypoécogène autour du tendon, et qui est un signal en T2, et le tendon lui-même reste normal puisque c'est une atteinte péritondineuse comme une synovite, mais il n'y a pas de synovial autour du tendon d'Achille. Lorsque vous trouvez dans un compte-rendu d'échographie une synovite péritondineuse, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas notre anatomie. Voilà, point à la ligne. Donc, enfin, dans la pathologie du tendon achilléen, il y a les pathologies distales, c'est-à-dire les pathologies de l'insertion calcanéenne. On distingue les bursopathies pré- et rétro-achilléennes, les tendinopathies distales, les antésopathies proprement dites. Il y a un élargissement du tendon calcanéen à ce niveau-là. Il y a parfois des calcifications. Il y a la bursite pré-achilléenne à ce niveau-là. Et les images hypoécogènes et élargissement à ce niveau-là de cette insertion qui sont très douloureuses à la phase aiguë. Après les douleurs postérieures, il y a les douleurs latérales. C'est vrai que les douleurs latérales, les étiologies les plus fréquentes, et ça je ne peux pas le nier, les étiologies les plus fréquentes, c'est les entorses latérales et l'atteinte du ligament latéral externe de la cheville. C'est de loin la cause la plus fréquente des douleurs. Mais vous, en tant que rhumatologue, et moi, en tant que radiologue, je ne vois pas beaucoup d'entorses, et parce que souvent, les entorses, il y a beaucoup de torses qui ne font ou on ne fait pas d'imagerie. Il y a beaucoup d'entorses qui sont prises en charge directement par l'orthopédiste. Il y a quelques entorses qui arrivent à l'échographie pour étudier le ligament collatéral externe. Mais en tant que rhumatologue, ces patients vont venir vous voir un peu plus tard au stade de séquelles. Au stade de séquelles d'entorse, lorsque cette entorse a été mal prise en charge ou mal diagnostiquée, ou le malade n'a pas consulté, et ils vont venir en général pour une pathologie défibulaire qui sont les tendons latéraux qui vont faire le travail des ligaments lorsque le ligament a été rompu ou ne fonctionne pas correctement. Donc, vous voyez les deux fibulaires, ces deux tendons, on va les voir un peu en anatomie, ces deux tendons, c'est des stabilisateurs antivaris actifs. C'est avec le tibial postérieur qu'il y a un équilibre du pied, là le tibial postérieur, là les fibulaires, et ils sont deux tendons comme ça, joints en canon de fusil, qui cheminent derrière le pyrénées et qui sont amarrés par un rétinicalum supérieur et un inférieur, et ils se réfléchissent autour de la malléole externe et ils vont diverger. Le court qui est antérieur va s'implanter sur la base de M5, le long plonge en arrière du pied et la croise en biais obliquement vers la base de M1. Donc ces tendons courts en avant, les tendons courts en avant, on les voit très bien en coupe longitudinale et en coupe transversale. Le court et le long fibulaire sont plaqués en arrière de la malléole par le rétinicalum supérieur que vous voyez là, cette image hypoécogène qui est là, qui est fine et régulière. Et donc, voilà le tendon qui est fibrillaire, qui, sur le plan anatomique, est bien visible. La pathologie défibulaire est fréquente en raison de la fréquence des entorses latérales. Les fibulaires sont d'autant plus sollicités que la cheville est plus instable, en particulier dans le cadre d'un pied creux, varus, ou dans le cadre des séquelles d'entorse latérale, où ils font le travail des ligaments. Les fibulaires sont l'équivalent donc du tibial postérieur en dehors. Ils ont la même pathologie et la même sémiologie. Donc les luxations, les fissures, les ruptures, bien sûr, il y a toujours les ténosynovites et les épanchements.
Donc, 3 points à explorer en arrière de la malléole et la partie horizontale et l'anthèse de ces tendons. Parfois, sur une coupe, et c'est les images du professeur Georges Morvan, il y a, vous voyez, cet aspect hypoécogène et un épaississement du rétiniculum antérieur. Et ça, c'est le témoin d'une luxation du long fibulaire, même si on ne la voit pas, mais il suffit de faire la manœuvre d'éversion contrariée et vous voyez le long fibulaire filer dans cette poche. Donc, avec cet aspect hypoécogène épaissi sur la face médiale, sur la face antérieure de la malléole latérale, on peut faire le diagnostic de luxation des fibulaires, pas obligatoirement au moment du diagnostic, mais il y avait des antécédents de luxation du long fibulaire et le court fibulaire est en place et d'aspect normal, alors que le long fibulaire est un peu hypertrophié et un peu hétérogène, et surtout, il peut se luxer lors de l'éversion contrariée. Dans le trajet horizontal, il y a les fissures et les ruptures. Là, vous voyez chez ce patient des douleurs sous-malléolaires externes, sans notion de traumatisme récent, et on voit cette fissuration, donc une tendinofissuraire du long fissuraire dans sa portion horizontale. Bien sûr, nous avons dit, donc après le passage sous la malléole externe, il y a une hyperémie minime péritondineuse, et vous voyez cette fissure sur le grand axe du tendon. Bien sûr, chez cette deuxième patiente qui est une femme de 65 ans, qui est en surcharge pondérale, il y a eu une rupture du long fibulaire que vous voyez avec calcification. Et au niveau sous-jacent sur la coupe longitudinale, vous voyez la gaine du tendon est vide, il n'y a pas de tendon à ce niveau. Ça, c'est le bout supérieur, la rupture, et le fragment calcifié qui est avec, ou le fragment d'os, et vous voyez ici la synoviale qui est vide et ne contient pas de tendon. Donc ça, c'est les ruptures des fibulaires. Après les douleurs du compartiment postérieur, les douleurs du compartiment latéral, nous abordons les douleurs du compartiment antérieur, du coup de pied si vous voulez, pour étudier la pathologie du groupe antérieur des tendons de la cheville, et à savoir le tibial antérieur, le long extenseur de la luxe et le long extenseur des orteils. Et vous les voyez, ça c'est le tibial antérieur, le long extenseur de la luxe et l'extenseur, le long extenseur des orteils avec le rétinaculum et les synoviales, parce que tout tendon qui a une courbure doit avoir un rétinaculum et des synoviales pour améliorer le fonctionnement et le glissement. La pathologie du cou du pied, la pathologie du compartiment antérieur est dominée par la pathologie du tendon tibial antérieur, et les pathologies les plus fréquemment rencontrées, c'est la ténosynovite, les bursites prétendineuses, bien sûr l'antésopathie, l'atteinte du rétinaculum et enfin la rupture dont le diagnostic reste aussi clinique. La ténosynovite et la bursite prétendineuse, c'est un épanchement péritendineux, cet aspect hypoécogène au niveau de, vous voyez le tendon à ce niveau-là, et cet épanchement péritondineuse avec une petite hyperémie autour du tendon. Et ici, on voit si vous voulez, cette ténosynovite aussi, mais qui s'associe à un épaississement des parties molles antérieures après une longue marche ou après une chaussure neuve, après un marathon, on peut voir ces petites tuméfactions au niveau du cou du pied. Bien sûr, l'atteinte du rétiniculum est plus difficile à voir pour le radiologue, mais dans des mains expertes, et ça, c'est les images de M. Morvan. Donc, le rétiniculum normal, vous le voyez, cet aspect hypoécogène fine autour du tendon que vous voyez, qu'un aspect réticulaire normal et une distance bien précise entre le tendon tibial antérieur et le tibia que vous voyez là. Mais lorsqu'il y a cette image hyperécogène, épaississement de la plage hyperécogène en avant et en arrière du tendon et augmentation de la distance entre le tendon et le tibia par comparaison avec le côté contralatéral, on peut dire qu'il y a une atteinte du rétinaculum
du tibial antérieur, qui est un élément de l'instabilité de ce tendon et qui peut entraîner une pathologie tendineuse au long cours. Bien sûr, il y a l'anthèse de ce tendon qui est sur le premier qui est cunéiforme. Il y a l'anthèse ici que vous voyez qui est fine, hyperéchogène et régulière. Ici, une anthèse pathologique, anthésopathie d'insertion, si vous voulez. Au niveau de l'insertion, elle est épaissie, hétérogène. Vous voyez ici, il y a une anthésopathie d'hypersollicitation avec une légère hypervascularisation au niveau de l'insertion du cunéiforme pour un tibial antérieur. Bien sûr, le tibial antérieur peut être le siège de tendinose, c'est à peu près la même chose que le jambier, que le tendon achilléen, c'est une hypertrophie convexe avec des bords convexes du tendon, mais et surtout, il peut être le siège de rupture. Vous voyez ici le siège de la rupture, ici la rétraction du tendon qui est hyperéchogène, hétérogène. La rupture du tibial antérieur et de diagnostic clinique, j'insiste, et vous voyez ici, on ne voit plus de tendon, il y a un hiatus, le bout proximal, le bout distal, et ça se voit soit dans le contexte d'une tendinopathie chronique, soit dans le contexte traumatique. Et là, le tableau est grave et le diagnostic est clinique. Voici une rupture du tendon, du tendon tibial antérieur en IRM. Voici ici le tendon qui est rétracté, épaissi, hétérogène. Et à ce niveau-là, au niveau du cunéiforme médial, on ne voit pas cette insertion hypoéchogène. Il n'y a plus de tendon. Il est parti en haut. C'est une rupture basse du tendon. Et vous voyez ici sur cette coupe axiale l'aspect hétérogène, ce qui témoigne de la présence d'une tendinopathie ancienne sur laquelle s'est survenue cette rupture, et ce tendon est épaissi et hétérogène, témoignant de la tendinopathie chronique au niveau du tibial antérieur chez ce patient. Bien sûr, on ne peut pas oublier les tendons, les autres deux tendons, les tendons long extenseur de la luxe et des orteils, mais ces tendons, l'anatomie et la pathologie sont proches de celles du tibial antérieur, sont identiques, en dehors de l'anthésopathie qui est particulière au tibial antérieur, et quelques particularités de l'enfléchisseur du lalux. Il est souvent le port de chaussures inadapté et fréquemment la cause, et l'atteinte isolée du long fléchisseur de la lalux est rare. Elle est souvent associée à une tendinopathie du long fléchisseur des orteils ou à une atteinte de l'aponévrose plantaire. Enfin, après les trois compartiments, on passe au compartiment médial pour traiter de la pathologie des tendons du compartiment interne, à savoir le tibial postérieur, le fléchisseur commun des orteils et le long fléchisseur de la luxe, que vous voyez ici, qui passent derrière la malléole médiale ou interne. Donc, dans ce compartiment où on a une douleur de type du versant médial, les étiologies sont fréquentes, la synostose, les épanchements, l'os naviculaire, les lésions ostéochondrales d'Italus. Mais la pathologie qui prédomine, c'est la pathologie du tibial postérieur. Donc, on a bien dit tout à l'heure que c'est quelqu'un qui est un élément, un puissant stabilisateur antivalgus. C'est le tendon le plus important du pied. Sa perte est impossible à compenser. La marche reste possible, bien que difficile, sans tendon d'Achille, mais elle est pratiquement impossible sans tendon tibial postérieur. J'espère que je ne me trompe pas, je parle en présence d'orthopédistes, mais apparemment, c'est le plus important tendon du pied. Ces pathologies sont les mêmes pathologies, les tendinopathies, les ruptures, les anthésopathies et la luxation. Les facteurs favorisants sont les troubles statiques ou malformatifs, les sports violents, la surcharge pondérale, l'entorse médiale à répétition et le port de mauvaises chaussures. On passe donc à la pathologie. Les tendinopathies sont les plus fréquentes. Vous voyez ici cette tendinopathie fissuraire avec cette image hyperéchogène. C'est à peu près la même chose que les autres tendons. La fissure, c'est une image hypoéchogène tout au long du tendon. Elle est en hypervascularisation parce qu'elle est à la phase aiguë avec une hyperémie, et on doit l'examiner dans le plan axial et dans le plan sagittal.
Et les ténosynovites, c'est l'inflammation de la synoviale autour, et vous voyez cette hypervascularisation autour du tendon, et peut-être une hypervascularisation au sein du tendon. Le tendon peut être, en cas de ténosynovite, de synovite, le tendon est normal. En cas de ténosynovite, le tendon peut être augmenté de taille et légèrement hypervascularisé. Il est rare au niveau du tibial postérieur de voir cette luxation comme ça à ce niveau pour passer en avant de la malléole interne. Il est rare. Mais parfois, on voit des signes indirects d'une luxation. Vous voyez ici l'aspect normal du rétiniculum du tibial postérieur que vous voyez là. Il est fin, régulier, hypoécogène. Et quand il est épaissi comme ça, à ce niveau-là, avec un décollement ou une avulsion de son insertion et une hyperémie, ça, c'est le signe d'une rupture du rétiniculum et possibilité de luxation vers l'avant du jambier postérieur. Et donc, c'est des instabilités qui peuvent user à la longue le tendon. Bien sûr, en plus de cette luxation, il y a les atteintes sur le trajet paramalléolaire qui sont la rupture partielle ou complète. Et vous voyez cet aspect, voici le tendon normal, le tibial postérieur, et son insertion sur l'os naviculaire et le splint ligament, sur lequel on ne s'attarde pas, mais on va s'en occuper de ce tendon, le tendon du tibial postérieur qui est rectiligne, qui est fibrillaire, qui est sur son insertion à ce niveau, au niveau de l'os naviculaire. Vous voyez cet aspect un peu hétérogène, épaissi et surtout avec des courbures. C'est ce qu'on appelle la rupture en chewing-gum sur une tendinopathie, puisqu'on voit une hypervascularisation à l'écho-doppler énergie. Donc cette tendinopathie qui va, si elle est négligée, si elle évolue progressivement vers une rupture complète, et vous voyez à ce niveau-là cette rupture incomplète qui devient complète et on ne voit plus ce tendon au niveau de la malléole externe, la malléole interne, excusez-moi, on ne le voit plus et il y a un aspect clinique, c'est un affaissement brutal et complet du pied en dedans, vous voyez, et le tendon n'est plus visible en échographie et on a une hypervalgus de l'arrière-pied et un pied plat sur le cliché radiologique. Vous voyez un pied plat et un aspect de hypervalgus de l'arrière-pied sur les clichés pratiqués en charge. En conclusion, donc, j'ai essayé de passer rapidement sur la pathologie tendineuse. Je n'ai pas parlé des autres pathologies qui peuvent faire chacune de ces pathologies à une conférence de 30 minutes environ. Je vous dis que c'est un domaine très vaste, un éventail de pathologies large. Il y a une importance capitale des connaissances cliniques et anatomiques. D'ailleurs, les meilleurs échographistes font leur examen clinique sur la table d'échographie. Je vous parle par exemple d'autre chose qui n'est pas les tendons. Par exemple, dans le névrome de Morton, on fait l'examen clinique avant de faire la recherche du névrome de Morton. On va se tromper une fois sur deux si on ne fait pas un examen clinique correct. Je vous le dis, on ne cherche pas des images, il faut chercher des images dans un contexte clinique. Et l'échographie, les radiographies restent utiles pour des lésions traumatiques qui sont passées inaperçues, pour le retentissement osseux, pour les troubles statiques et pour les pathologies infectieuses et pour la pathologie tumorale. L'échographie est l'examen le plus important. Il doit résoudre 80% des problèmes des tendons. Si le diagnostic est en accord avec la clinique, on peut s'arrêter là. S'il y a une discordance entre la clinique et l'échographie, il faut compléter par l'IRM. Je vous dis que l'IRM des tendons du pied n'est pas un examen facile dans son interprétation. Je vous remercie.